J'ouvre le second débat de cette édition spéciale de Sens Public, toujours consacrée à ce séisme politique provoqué par la dissolution de l'Assemblée nationale, décidée par le président après une victoire historique du Rassemblement national aux élections européennes. Chez les alliés européens de la France, c'est encore la sidération qui domine. Flora Sauvage. En Europe, c'est la stupéfaction. Après les célébrations du 80e anniversaire du débarquement, la percée historique du Rassemblement national aux européennes, la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron a surpris nos voisins. Là, ce qui est mal compris, c'est la décision très personnelle du chef de l'État d'appeler à nouvelles élections, alors que dans la plupart des pays, ce seraient des discussions qui auraient été longuement discutées dans le cadre de coalitions, puisque la plupart des États membres, 25 sur 27, sont des démocraties parlementaires et la plupart sont en coalition. Donc tout ça donne lieu à de très nombreuses discussions qui n'existent pas véritablement en France. Une manœuvre risquée pour Emmanuel Macron qui bénéficiait jusqu'à présent en Europe de l'image d'un dirigeant courageux et visionnaire. Et là, c'est le sentiment d'un homme qui prend un pari risqué. Et ce risque n'est pas compris par la plupart des dirigeants européens et par beaucoup de médias européens. La conséquence qu'il tire du scrutin paraît démesurée. La décision du président français menace de peser sur son influence lors de ses engagements internationaux. Premier test jeudi, lors du sommet du G7 en Italie, où Emmanuel Macron sera accueilli par la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, figure incontournable de l'extrême droite en Europe. Après cette dissolution, la France est-elle affaiblie en Europe? On en débat avec Ana Navarro-Pedro. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes correspondante de la presse portugaise à Paris. Mathias Krupa, bonsoir et bienvenue, correspondant à Paris du magazine allemand Die Zeit. Anna Kowalska, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes journaliste correspondante à Paris de la télévision publique polonaise. En duplex, j'accueille également Anna Maria Merlopoli, qui est correspondante toujours à Paris du quotidien italien Il Manifesto. Bonsoir à vous. Bienvenue, évidemment, Émilie Zapalski, éditorialiste politique, est restée à mes côtés. Je parle de séisme et donc de réplique. La dernière réplique, évidemment, c'est cet appel d'Éric Ciotti à s'allier avec le RN pour les législatives, désavoué par plusieurs leaders du parti LR. Ana Navarro-Pedro, vous dites quoi? Vous dites c'est l'heure de la clarification. Après tout, on peut aussi positiver la séquence. C'est l'heure de la clarification à droite. Il y en avait besoin? Je ne sais pas si c'est l'heure de la qualification à droite, mais la vérité, c'est que dans les pays où la droite, les conservateurs, traditionnellement, partis de gouvernement, ne sont pas très forts, ils sont happés soit par la force centripète de l'extrême droite, soit en perte de vitesse totale, parce qu'ils sont programmatiques et idéologiques. Et donc, là, on ne voit pas comment on ne pourra pas avoir une scission au sein des Républicains. La clarification est-elle nécessaire, positive? On ne peut pas présumer. Pour l'avenir du parti LR, il y a de sérieux doutes. Oui, mais c'est peut-être l'avenir de la France qui compte plus ici maintenant que l'avenir des partis. Et cet avenir-là, il est vraiment on y viendra un peu plus tard, évidemment. Sur la sellette. C'est un enjeu majeur et un thème central de notre débat. Mathias Krupa, est-ce que c'est aussi, toujours à propos de LR, la fin d'un processus qui finalement a été enclenché lors de l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, cette stratégie d'affaiblissement de la droite de gouvernement traditionnelle? Ou de remplacer la droite classique. Oui, ça c'est toujours la question à répondre. Je pense que, parce que maintenant, si je le comprends bien, la situation ici, ça c'est la question si le LR, si la droite classique survit sur les prochaines élections. Et ça, c'est une grande différence par rapport à l'Allemagne et par rapport à d'autres pays européens, bien sûr. Je veux bien entendre votre témoignage, Anna Kowalska, sur cette force d'attraction. Vous disiez la force d'attraction des partis d'extrême droite. C'est un aimant pour la droite traditionnelle. Est-ce que c'est aussi ce qui s'est passé en Pologne ou est-ce que la situation était différente? En Pologne, il y a vraiment deux partis de droite conservateur, comme il aime bien s'appeler, qui étaient au pouvoir pendant 8 ans, mais il y a aussi une droite vraiment extrême droite qui est donc arrivée maintenant 3e aux élections européennes. Et on avait l'impression qu'ils sont très loin. Pareil par ailleurs en France, que l'extrême droite et les républicains sont très loin. Mais finalement, je pense que la situation n'est pas du tout pareille qu'en Pologne, parce qu'on avait en droite
très forte au pouvoir pendant 8 ans, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Ils doivent chercher les alliances. Parce qu'effectivement, vu le résultat notamment de Valérie Pécresse, il y a 2 ans aux élections présidentielles, on s'est rendu compte qu'il faut réformer la droite en France. Je pense qu'ils se rendent compte aujourd'hui que c'est seulement en cherchant les alliances qu'ils vont vraiment survivre, ce qui est en train de se passer. Alliance, soit du côté de leur droite, soit retour vers le centre et de suivre le chemin qu'un Édouard Philippe, Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin a pu emprunter depuis quelques années. Anna-Maria Merlopoli, ce que souhaite Éric Ciotti et le RN, c'est l'union des droites à la Giorgia Meloni, d'une certaine façon ? Oui, c'est le modèle italien. Bon, en Italie, il y a une coalition, c'est une tradition quand même d'avoir des coalitions en Italie, où il y a les 2 extrêmes droites qui sont présentes au Parlement européen, disons ID avec la Ligue, où siège aussi le Rassemblement national, et de l'autre, comme première ministre, Giorgia Meloni, qui est dans le groupe ECR. Et les 2 sont alliés avec Forza Italia, le parti de Berlusconi, qui est dans le groupe PPE. Donc ça, c'est le modèle que je peux dire malheureusement, disons, l'Italie présente à l'Europe. L'alliance des droites. Pardon de vous interrompre. Si on suit les trajectoires, si on compare LR au parti de Berlusconi, évidemment, il y a un certain nombre de différences, mais on suit un affaiblissement du parti de Berlusconi qui était la force d'attraction et qui maintenant est la force supplétive d'une certaine façon de Fratelli d'Italie. Après, il y a là maintenant, par exemple, aux européennes, ils ont eu un petit peu plus que la Ligue. Bon, il y a beaucoup de hauts et bas, parce que si on pense que la Ligue, à l'autre, en 2019, elle avait 29 députés, c'était plus de 30. Bah, là, c'est le plongeon. Donc, mais bon, ce sont les mêmes voix qui se sont déplacées vers Giorgia Meloni, voilà. Donc, mais le modèle, c'est ça, une coalition de toutes les droites. Alors, on va jeter un coup d'œil à certains titres de la presse européenne après cette dissolution de l'Assemblée nationale. Coup de tonnerre, on l'a beaucoup lu, beaucoup entendu en France aussi, ce titre chez nos confrères du soir. En Espagne, El País parle d'une crise politique aux conséquences imprévisible. Je vous propose de voir ce que nos confrères de la Libre Belgique disent d'Emmanuel Macron. Macron, un animal politique blessé, veut-il montrer qu'il rugit encore et qu'il peut s'imposer à nouveau au centre du jeu? Anna Navarro-Pedro, est-ce que c'est un péché d'orgueil? Oui, une réaction d'orgueil. La presse portugaise ne l'a pas écrit, peut-être par courtoisie, mais en rédaction, entre nous, oui, on pense qu'il y a quelque chose du caractère d'Emmanuel Macron aussi dans cette affaire, mais pas que. On ne peut pas croire qu'Emmanuel Macron ait pris cette décision tout seul. Il a dû avoir des conseillers. Oui. Et la question, c'est... Mais en revanche, il n'a pas consulté ses ministres ou les chefs de parti, parce que c'est quand même, il y a le Modem, il y a Horizon qui sont au pouvoir avec lui. Peut-être avec quelques éléments, c'est si effectivement il a eu quelques conseillers qui lui ont proposé vendu, mettons entre guillemets, cette solution. Et est-ce que ces conseillers en veulent à lui ou en veulent à la France? Je suis un peu brutale là, mais la réalité, c'est que ce qui se passe là n'est pas bon pour votre pays. Et nous en savons quelque chose parce que nous sommes un peu dans la même situation et nous avons 2 blocs, gauche-droite. Alors, ce n'est pas un bloc d'extrême-gauche, d'extrême-droite, c'est un bloc de centre-droite, centre-gauche, qui sont au pouvoir mais au coude à coude, et l'extrême-droite qui, par contre, est faiseur de roi. Et donc, nous sommes dans une position où nous sommes extrêmement prudents parce qu'il y a la loi de finances qui vient. Et en France, vous avez la loi de finances qui vient. Parce qu'il y a des emprunts qu'ils doivent faire sur le marché international. Et il y a quelque chose qui est fondamental pour tous ceux qui peuvent souscrire un emprunt international d'un pays, c'est la stabilité politique. Et la France a des emprunts maintenant qui viennent. Et ils sont déjà rémunérés sur un taux très élevé. Ils sont plus élevés qu'avant. Beaucoup plus élevés qu'avant, pour attirer justement les investisseurs, et vous allez avoir tous ces problèmes-là. Ensuite, on ne voit pas comment qui que ce soit qui vient ensuite, à l'issue de ces élections législatives, pourra gouverner, à moins que les Français ne décident de donner une majorité absolue à l'un des partis, peut-être au Rassemblement national.
On ne voit pas comment la France pourra être gouvernée dans la stabilité. On anticipe une énorme stabilité à la Chambre et donc on ne voit pas un avenir très très rose pour l'instant pour la France. Un Emmanuel Macron qui est peut-être en train de contempler le chaos qu'il a créé. Autre titre, je me tourne vers vous, presse allemande, Der Spiegel, Macron ne reste pas passivement sur le banc de touche dans l'attente comme le fait Olaf Scholz. Cela a toujours été la devise politique du président français car le chancelier allemand a choisi, lui, de ne pas provoquer d'élections anticipées. On voit ce communiqué du porte-parole du gouvernement allemand. La date des prochaines élections est fixée à l'automne 2025 et on s'y tient. À aucun moment, pas mis une seconde, il a été envisagé d'organiser de nouvelles élections en Allemagne. Mathias Krupa, alors moi, dans ce que je disais dans Der Spiegel, il y a à la fois la critique de la Scholz, Ludovine, mais il y a quand même un peu de sidération face aux risques pris par le président français. Ça c'est un peu, ça ce sont les deux côtés maintenant en Allemagne dans les réactions. Les réactions, au moins dans la presse, sont sur la réaction sur la décision de Macron. Ils sont très critiques, oui. Comme partout. Et bien sûr, on s'interroge quelles seront les conséquences pour l'Europe, pour les relations bilatérales, pour le couple franco-allemand, si on aurait un gouvernement de la droite extrême chez vous. Mais en même temps, ce que vous avez cité, en même temps, il y a aussi des commentaires qui disent... Oui, ça c'est peut-être un bon exemple pour le gouvernement en Allemagne qui est vachement impopulaire, comme Macron chez vous, pour Scholz, comme le président chez vous. Pourquoi ne pas suivre l'exemple de Macron et d'arriver à des élections anticipées? La voie, même si le chancelier le voulait, la voie... C'est beaucoup plus compliqué. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne vais pas vous déranger entrer dans des questions constitutionnelles. Okay. Mais Scholz l'a déjà rejeté, il a dit non. C'est balayé. Anna Kowalska, la France, on va le rappeler, c'est un pays fondateur de l'Union européenne. Donc, ce qui se passe dans notre pays est quand même particulièrement regardé par la Pologne, mais par tous les pays européens. Pas seulement pour cette raison. Il ne faut pas oublier que c'est le deuxième plus grand, plus riche pays de l'Union européenne, avec l'arme nucléaire, qui envoie les armes en Ukraine, qui a un voix qui compte à Bruxelles. Donc un chaos en France, ça ne sert vraiment pas les intérêts européens. Et c'est la première chose de laquelle on a parlé dans ce contexte en Europe. En Pologne, qu'est-ce qui va se passer maintenant, notamment avec le triangle de Weimar, avec la France, l'Allemagne et la Pologne, un groupe politique qui était censé maintenant réformer l'Europe, avoir des projets en commun, projets bilatéraux. Quoi qu'il se passe, s'il y a un gouvernement d'extrême droite ou, encore une fois, un chaos politique jusqu'à la prochaine présidentielle, c'est sûr que ce n'est pas bon pour l'Europe. Les décisions seront prises de façon beaucoup plus chaotique aussi à Bruxelles. Donc je pense que ça aura de vraies répercussions. Et par ailleurs, c'était une des premières questions qu'on a posées à notre Premier ministre à sa soirée électorale, c'était la question sur la France. Qu'est-ce qui va se passer avec la France, avec l'Europe, avec nos intérêts en Union européenne? Il a exprimé une grande tristesse. Justement, on a une réaction de Donald Tusk, le Premier ministre polonais, qui se compare à ses homologues allemands et français. Écoutez. Ceux qui sont au pouvoir en Allemagne n'ont aucune raison d'être satisfaits. Ceux qui sont au pouvoir en France ont des raisons d'être dramatiquement tristes. Parmi ces grands pays ambitieux, au sein des leaders de l'Union européenne, la Pologne a montré que la démocratie, l'honnêteté et l'Europe triomphent. Il a fait le meilleur score en Europe parmi les partis europhiles démocrates. Donc je pense qu'il y a quand même une perfidie qui remplace peut-être, qui vient combler un vide laissé par les Britanniques. Il y a une perfidie dans cette déclaration. Le perfide qui critique deux pays puissants qui viennent de prendre une claque électorale, dont les leaders viennent de prendre une claque électorale, c'est ce que vous dites. Non, mais juste ça montre, c'est aussi une de choses qu'on voit en Pologne en ce moment, c'est que la vieille Europe, on le note, n'est plus pour l'intégration européenne, tourne le dos à Bruxelles. Et de notre point de vue, justement, à cause de la guerre en Ukraine, notamment, arrivée de Donald Trump peut-être à la Maison-Blanche, il faut être intégré, il faut avoir l'Union européenne forte, et l'Europe, vieille Europe, donc la France, Italie notamment, n'est pas d'accord avec cette idée de l'Europe.
tout cas une partie du peuple qui s'est exprimé dans les urnes dimanche. On va s'intéresser, et ça ouvrait très bien ce chapitre, à la question de la fragilisation, on va dire, d'Emmanuel Macron sur la scène internationale et sur la scène européenne. L'éventualité d'une cohabitation avec le Rassemblement national doit l'affaiblir, on peut imaginer ça? Oui, on peut imaginer déjà cette décision de dissoudre, et on vient de l'entendre avec vous, ça semble mettre à mal l'image d'Emmanuel Macron dans cette Europe qu'il veut puissante. Il y a aussi autre chose qui avait affaibli sa crédibilité européenne, c'est la situation financière de la France, 3 000 milliards de dettes. On est même à 3 100 milliards. Voilà, ça pèse. Quand on veut demander des investissements européens, ça paraît pas très sérieux. Et évidemment, cette éventuelle cohabitation avec le Rassemblement national, si elle devient réalité, ça risque encore d'achever la crédibilité de notre président, qui est pourtant très pro-européen, car les positions des deux partis qui seraient en cohabitation sur le rôle de l'Union européenne sont véritablement à l'opposé. Un Emmanuel Macron qui est pro-européen, qui veut être le fer de lance de la renaissance européenne, et ça depuis le 2017, et un RN à l'opposé qui, il y a peu de temps encore, voulait sortir de l'Europe. Un président qui lance l'idée, il y a à peine un mois, d'une Europe de la défense, et un parti, le Rassemblement national, qui veut une Europe à la carte, en fonction des envies, avec des concepts, la double frontière, qu'il peine à expliquer parfois, sans compter les liens de ce parti d'extrême droite avec la Russie, qui pourrait compliquer la position de la France face au soutien européen à l'Ukraine. Imaginez le tableau avec, par exemple, un Thierry Mariani aux Affaires étrangères. En pleine guerre avec l'Ukraine, ça serait délicat, de quoi inquiéter nos partenaires européens qui déjà ont du mal à être convaincus par les ambitions européennes d'Emmanuel Macron. Il y a eu d'autres surprises avant celle de la dissolution. Thierry Mariani aux Affaires étrangères, j'y avais pas pensé. La France a déjà eu l'expérience de 3 cohabitations. Ça s'est plutôt bien passé, qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, on peut dire sur les conséquences internationales. Oui, sur les conséquences en Europe et à l'international, finalement, les présidents concernés par ces cohabitations n'ont pas trop pâti de ces événements. Il y a une raison simple, c'est qu'il y a une ambiguïté dans la répartition des tâches sur la défense, les affaires étrangères et l'indépendance nationale. Voilà, tout à fait. De la répartition entre ce qui concerne le président et ce qui relève du Premier ministre. Donc globalement, ils sont obligés de s'entendre pour que ça se passe bien. Et lors de ces 3 cohabitations, le choix des ministres de la Défense et des Affaires étrangères, j'en parlais, ça a toujours porté sur des personnalités qui plaisaient aux 2 hommes pour que justement ça se passe bien. Le tout, du coup, permettait au duo président-premier ministre, ainsi constitué, de parler d'une seule voix, on dit toujours ça, au sein des instances européennes et internationales, malgré leurs divergences politiques. Alors je vais citer Jacques Delors, qui a été président de la Commission européenne, qui lui parlait du duo Mitterrand-Chirac, donc l'une de ces cohabitations. On n'aurait jamais pu faire passer une feuille de papier à cigarette entre le président et le Premier ministre, puisque l'un et l'autre se défendaient toujours. Il y a eu Mitterrand-Balladur aussi. Et il y a eu Mitterrand-Balladur. Alors eux, c'était les maestros de cette technique de la voix unique. Ils ont offert lors des sommets européens l'image d'un couple exécutif idéal, capable de travailler ensemble sur un objectif commun pour défendre les intérêts de la France. Et d'ailleurs, ce positionnement, ça leur réussissait, puisque leur cote de popularité montait plutôt pas mal. Alors il y a quand même eu quelques accros, il faut les rappeler. Oui, il y a quand même eu quelques accros. À partir de juin 1997, c'est Jospin et Chirac, la cohabitation. Ils essaient de parler de cette fameuse unique voix sur la scène européenne et internationale. Jospin allait même jusqu'à louer la fusion intellectuelle qui régnait entre eux. Mais 2000, au cours d'un sommet franco-allemand, leur mésentente éclate au grand jour. Ils disent qu'ils ont failli en venir aux mains à propos de l'interdiction des farines animales. Alors, si on regarde ça et le motif de cette dispute avec le recul d'aujourd'hui, c'est vrai que ça paraît dérisoire, parce que les disputes entre un éventuel Premier ministre et président version 2024, les disputes, elles porteraient plutôt sur la guerre en Europe ou sur le positionnement vis-à-vis de la Russie, donc des choses beaucoup plus sérieuses et graves. Effectivement. Mathias Krupa, est-ce que le poids international d'un chef d'État dépend de ses succès électoraux? Je me projette là sur le G7 qui va avoir lieu en Italie. Est-ce que les grands de ce monde n'auront pas un petit sourire en coin en voyant arriver Emmanuel Macron? Oui et non. Non. Alors institutionnellement, non, parce que le président est le président. Et il reste le président. Il reste le président et il a sa place au Conseil européen. Mais bien sûr, on ne peut pas mesurer le poids, mais bien sûr, les autres regardent bien sûr sur la stabilité et sur la force que les autres chefs d'État, dans ce cas-là, le président Macron,
peut mettre sur la balance. Et oui, bien sûr, il y a un aspect dedans. Ana Navarro-Pedro, est-ce qu'on peut imaginer que les téléphones entre les chancelleries ont sonné depuis dimanche avec des noms associés à Emmanuel Macron qui ne l'étaient pas forcément précédemment, inquiétude, chaos, on le dit dans ce débat? Ah oui, il y a dû y avoir quelques adjectifs peu flatteurs à un moment donné. Mais en même temps, Emmanuel Macron, c'est un européiste convaincu. Oui. Est-il convaincant? Il a été au début, mais après, très vite. Vous savez, les beaux mots, les belles paroles sont une action soutenue, de longue haleine, derrière, des rencontres. Vous dites qu'il avait déjà perdu de son influence en Europe? Il avait perdu son lustre. Oui. Il avait perdu de son lustre parce qu'il n'y avait pas... Mais l'Europe est devenue plus française qu'avant. Alors, aussi, en ce qui concerne la politique industrielle, en ce qui concerne la politique étrangère, en ce qui concerne la souveraineté européenne. Alors, on est bien d'accord, mais donc vous n'êtes pas d'accord sur l'influence? Vous dites que l'influence... Non, je pense que dans les années précédentes... Alors, c'est un Allemand qui nous dit tout est relatif. Oui, mais qui d'autre? Oui, mais je veux dire, tout est relatif, ça peut paraître trop français aux yeux d'un Allemand. Je n'en sais rien, c'est une petite blague, seulement une petite blague. Mais non, mais il y avait quand même d'énormes projets pour l'Europe dans ses discours de la Sorbonne, par exemple, et il n'y avait pas derrière quand même des éléments, mettons la défense européenne, qui effectivement c'est quelque chose d'extrêmement difficile, mais il peut y avoir un travail de longue haleine qui est fait, qui est produit, qui peut donner des fruits, peut-être pas dans sa mandature, mais plus tard sur d'autres. Et là, il n'y a pas eu des choses faites dans ce sens-là. Donc, il avait perdu un peu de son lustre, c'est vrai. Mais pour revenir à la question du G7, les autres chefs de gouvernement du G7, mis à part Mélanie, Anna-Marie pourra nous le dire, mais mis à part Mélanie, les autres ne sont pas dans une situation brillante. Alors justement, on va faire un peu un mini tour d'Europe des résultats des européennes. Et je commence avec vous, Anna-Maria Merlopoli, parce que Giorgia Meloni, elle était tête de liste pour ces élections européennes. Le pays était divisé en 5 circonscriptions. Elle s'est mise là pour... Et en plus, en Italie, il y a les préférences. Les gens pouvaient écrire que le prénom. Vous voyez, ça fait un peu... République de bananes. Mais elle l'a emporté, clairement. Oui, la portée, oui, faut dire oui. Mais la gauche, c'est pas mal, c'est bien défendu. Hein. C'est quand même un pays qui a des coalitions, qui a quand même une opposition importante. Mais on voit là, ce qui préoccupe, c'est que, par exemple, au G7, arrivent parmi les pays fondateurs de l'Union européenne, la France avec ces problèmes-là et Macron plus faible. L'Allemagne aussi, la coalition, elle n'a pas gagné, voilà. Et donc, parmi les pays fondateurs, le seul pays où le gouvernement a quand même confirmé son pouvoir, c'est l'Italie. Et malheureusement, c'est ce pouvoir-là où... Et donc, ça va, disons, donner un boost, une force à cette idée de l'Europe des nations, qui n'est pas l'Union européenne qu'on a connue, qui est bien loin du rêve de l'Europe fédérale. Hein. Oui. Et en plus, ce sommet du G7 se tient en Italie, donc on peut imaginer une séquence politique qui sera quand même très favorable à Giorgia Meloni. Même question sur ce qui s'est passé en Pologne. Anna Kowalska, on l'a évoqué rapidement. Le parti du Premier ministre au pouvoir, Donald Tusk, est arrivé en tête. C'était serré, mais il est arrivé en tête. 37,06, je crois, 36,6 pour PiS, donc conservateur. PiS, c'est la droite conservatrice. La droite conservateur de la justice qui était là au pouvoir pendant 8 ans. 8 ans au pouvoir exécutif, mais c'est les premières élections que Donald Tusk a gagnées depuis 10 ans. Certes, la coalition démocrate est arrivée au pouvoir, mais c'était une grande coalition. Malgré tout, en ce qui concernait les résultats, c'était toujours le PiS qui a gagné. Pour la première fois depuis 10 ans,
quand même les démocrates gagnent en Pologne, Donald Tusk disait qu'il attendait justement ces 2 moments pendant 10 ans. Et c'est assez étonnant vu justement l'histoire en Pologne les 8 dernières années où la droite conservateur et extrême droite était très fort. On rigole aujourd'hui en Pologne que certains capitales comme Paris ou Berlin vont chercher à faire la démocratie à Varsovie bientôt si ça continue dans cette direction. Mais je pense que c'est vraiment une charisme européenne de Donald Tusk qui est quand même pendant 5 ans chef de Conseil européen, qui lui a permis aussi de convaincre les Polonais que l'Union européenne, comme il le voit, donc vraiment ouverte, vraiment intégriste, ce qui compte. Et je pense que devient cet résultat. Alors, on a fait un focus sur l'Italie, la Pologne. On a beaucoup parlé des élections européennes dans cette émission. Je ne sais pas si vous regardez Sens Public, mais on y a vraiment consacré de nombreux débats. Et alors, bon, il y a eu la décision d'Emmanuel Macron sur la dissolution. Forcément, gros focus sur la politique française. Mais on vous propose de voir à quoi ressemble l'hémicycle, le nouvel hémicycle à Strasbourg et à Bruxelles. Et pour ça, Audrey Vuettaz va nous rejoindre ici même. Rebonsoir Audrey. Rebonsoir. On est loin, si on commence par se concentrer sur les scores de l'extrême droite, on est loin de ce qui s'est passé en France dimanche. Oui, une percée, mais pas de submersion. Regardez la projection que je vais vous montrer. Le PPE, la droite européenne, donc que vous voyez au milieu de cet hémicycle, reste le groupe majoritaire avec 186 sièges. Il en gagne même 10. Les sociodémocrates, c'est là où on trouve par exemple le Parti socialiste ou Place publique, restent aussi la deuxième force du Parlement, même s'ils perdent 4 eurodéputés. Je vous disais progression de l'extrême droite, car ECR, les conservateurs réformistes, c'est le parti de Giorgia Meloni, la première ministre italienne, gagne 4 eurodéputés. Et puis vous voyez, ID, c'est là où siège le Rassemblement national, gagne 9 eurodéputés. Mais il faut aussi regarder du côté par ici, des non-inscrits. Les non-inscrits, en effet, même s'il y a des sièges qui sont perdus, vous voyez, il reste 45 sièges. Et à l'intérieur, il y a le Fidesz de Viktor Orban qui, lui, pourrait rejoindre le groupe ECR et donc le faire gonfler. Il faut regarder aussi tout en bas, là où on a mis nouveau groupe. En fait, c'est les eurodéputés qui viennent d'arriver, dont on n'a pas encore toutes les informations et dont on ne sait pas encore où ils vont siéger. Les chiffres pourraient donc légèrement augmenter, mais pas de raz-de-marée. Qu'en est-il du groupe de Renaissance, du parti d'Emmanuel Macron ? Alors, Renew, au niveau européen, il fait partie des groupes qui perdent le plus en influence. Moins 23 députés pour les libéraux de Renew, notamment. Et en fait, c'est le groupe qui perd le plus de sièges, même s'il reste pour l'instant le 3e groupe, mais ça pourrait changer en fonction des évolutions, notamment à l'extrême droite. Ça change les choses, car pour l'instant, Renew, c'était un groupe pivot quand il s'agit de faire des coalitions. Là, il faudra regarder si c'est toujours le cas. Oui, il y avait des alliances entre PPE, Renew et les sociodémocrates. Il pouvait aussi y avoir des alliances entre les sociodémocrates, les Verts et Renew. Ça dépendait un petit peu des sujets. Donc vous voyez, pivot, là, ça va peut-être basculer plutôt sur la droite. Je vous propose aussi de faire un petit focus à l'intérieur de Renew. Parce qu'à l'intérieur de Renew, il y a la délégation Renaissance, la délégation française. Jusqu'ici, elle a porté le plus gros contingent. Elle en avait 23. Ils ne sont plus que 13. Et la présidente du groupe Renew, pour l'instant, c'était Valérie Ayé, donc qui était aussi la tête de liste de la majorité. Et là, ça va se discuter. Il faut savoir si elle reste la présidente de ce groupe Renew, sachant que le contingent français a bien diminué. Je termine le petit tableau avec les Verts, justement, qui font aussi partie des groupes qui accusent les plus grosses pertes. Vous le voyez, moins 18 sièges. Et puis, on termine par la gauche radicale. C'est là où on trouve LFI, par exemple, qui se maintiennent avec 1 siège perdu. Merci beaucoup, Audrey. Audrey, qui est notre spécialiste Europe, qui suit ça depuis des mois. Comment s'appelle votre podcast déjà ? Trait d'Union. Trait d'Union, j'avais oublié. Trait d'Union, très bon podcast qu'on vous conseille évidemment, signé Audrey Vuettaz. Je continue les coups de projecteur. Ensuite, on reparlera de la situation globale. Portugal, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que l'extrême droite, il y avait eu des législatives en mars. C'est ça, très récente. C'était presque le 2e tour, le 3e tour des législatives, ces européennes. Il y avait eu un score assez important de l'extrême droite, si je me souviens bien. Très important, 18%, 50 députés sur un parlement de 220 sièges. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Là, ils ont perdu 9%. Ils sont passés de 18 à 9% du vote. D'accord. Et donc, ça
ça les oblige à revoir leurs ambitions qui étaient énormes de gouverner avec la droite classique qui est au pouvoir et qui est au coude avec les socialistes. Il y a deux blocs, un de gauche, un de droite au Portugal, mais c'est centre-droite, centre-gauche. Aux législatives, la droite a eu 2 sièges d'avance, quelques milliers de voix d'avance. Aux européennes, la gauche a eu quelques milliers de voix d'avance. C'était considéré comme un deuxième tour, ce qui n'est jamais le cas, mais là, c'était parce qu'il y avait la question d'une alliance ou pas avec l'extrême droite. La question n'est pas encore tranchée, mais la balance penche plutôt du côté de non-alliance, ce qui serait une très bonne nouvelle pour le Portugal, à mon avis. Zoom sur l'Allemagne, maintenant, Matthias Krupa, avec peut-être, on va encore aller plus loin dans le gros plan, sur l'AfD, l'extrême droite allemande. Marine Le Pen avait dû se désolidariser de ce mouvement quelques semaines avant le vote. Finalement, quel a été le score de l'AfD ? Le score de l'AfD était à l'échelle nationale à 16%. Oui. Ça, c'est 5% plus que 5 points de pourcent plus qu'en avant. Et ce qui est peut-être plus important, parce qu'on a toujours un paysage politique divisé entre l'Est et l'Ouest du pays, c'est que dans tous les länders de l'Est, l'AfD est arrivée aux premières places, à peu près autour de 30%. Et ça, c'est vraiment choquant pour l'Allemagne, bien sûr, même s'il faut souligner qu'il y a encore une droite classique, et la droite classique chez nous est à 30% à l'échelle nationale, la CDU et le CSU. Et donc, alors les deux, ils se sont opposés à l'AfD, au contraire de Eric Ciotti d'aujourd'hui. Donc, alors, on a une droitisation, oui, mais on a toujours un centre. Ça, c'est peut-être la grande différence. Mais il y aura, dernier mot peut-être, il y aura des élections dans 3 länders de l'Est en automne. Et ça, c'est peut-être pour la politique nationale chez nous encore plus important que les Européennes maintenant. Si dans les 3 länders, l'AfD arrive vraiment en première place, ça changerait, C'est-à-dire qu'il pourrait prendre beaucoup. Le Länder, c'est une région, mais avec beaucoup plus de pouvoir qu'en France. Les régions ont vraiment beaucoup de pouvoir en Allemagne. Ça veut dire que le parti d'extrême droite pourrait prendre le pouvoir ou être le pivot d'une coalition pour prendre le pouvoir dans ces Länder, juste pour bien comprendre. Alors, pour prendre le pouvoir, même pour eux, il faut avoir une partenaire. D'accord. Mais ça posera la question s'il y a une autre coalition contre eux ou s'il y a une fragmentation qui rende ces régions ingouvernementables. Ça, c'est peut-être là. Ou si, et on en revoit à notre tout premier thème sur l'union des droites, si la droite conservatrice peut être tentée par une alliance avec l'extrême droite. Émilie ? Oui, je trouve ça super intéressant d'avoir justement ce paysage morcelé, mais avec comme point commun quand même l'extrême droite qui monte en puissance, comme si c'était un passage obligé. Quelque part, on a l'impression qu'en Europe, c'est un passage obligé. Oui, mais c'est peut-être un signal envoyé aux institutions européennes, je pense que c'est un signal. Parler au peuple. Je pense que c'est un signal qui n'est pas tout à fait traduit comme il le faudrait, en tout cas en France, et c'est mon avis. Mais en tout cas, c'est un passage obligé. Et soit il reste puissant, mais il se transforme un peu, comme Giorgia Meloni, qui devient une espèce de droite dure, finalement, qui est moins extrême droite que droite dure, notamment si on voit son rapport à l'Europe. Elle accueille des migrants, elle respecte les traités européens, pas du tout son programme tel qu'elle l'avait promis, elle se remet dans les branches. Donc soit l'extrême droite reste, et elle reste forte, et elle s'en va au bout d'un moment, soit elle reste, et elle devient une droite dure, et c'est peut-être l'avenir d'une droite dans... Alors, je ne développe pas trop sur Giorgia Meloni parce qu'on va consacrer un débat vraiment à Giorgia Meloni dans 2 jours. Juste pour dire, finalement, cet Emmanuel Macron que vous jugez assez sévèrement, il se rend bien compte qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une évidence en Europe qu'il ne peut pas... Il ne peut pas tourner autour du pot. Le RN, il ne va pas le faire diminuer comme ça. Donc, il le prend en compte. Dans ce geste, au moins, il prend en compte. Moi, je crois qu'il ne prend pas en compte le message que donnent les électeurs, mais en tout cas, il prend en compte de cette montée de l'extrême droite. Il nous reste quelques minutes dans ce débat et on va évidemment se concentrer sur ce qui peut se passer au Parlement européen, quelles alliances, quelles coalitions peuvent se créer. Je vous propose d'abord d'entendre la tête de liste du groupe Renaissance ici en France, Valérie Ayé. Elle rappelle le refus d'une alliance avec les nationalistes populistes de Giorgia Meloni. S'agissant de l'ECR,
Nous maintenons la position que j'ai eu déjà l'occasion d'exprimer, à savoir pas d'accord avec le CR. Le CR, c'est le groupe de Giorgia Meloni, c'est le groupe du PiS en Pologne, c'est le groupe de Reconquête en France. C'est une extrême droite assumée et nous préserverons le cordon sanitaire aussi dans le contexte de ce nouveau Parlement européen. Ce sera ma priorité en tant que présidente de groupe, de construire une coalition pro-européenne, centriste, centrale autour de notre groupe politique, et nous sommes prêts. Alors sur ces questions des coalitions, je veux bien vous donner la parole, Anna-Maria Merlopoli, pour savoir avec qui le groupe de Giorgia Meloni va travailler au Parlement européen. C'est peut-être trop tôt pour répondre à cette question d'ailleurs. Mais il y a quand même eu des essais d'entente cordiale avec Ursula von der Leyen, qui maintenant gêne évidemment la présidente de la Commission, parce qu'elle va perdre, si elle se déplace trop vers l'extrême droite, elle va perdre les voix et l'appui au moins au Parlement. Je parle quand le Parlement devra voter pour elle, si ce sera elle la candidate proposée par le Conseil. Mais elle a eu avec Giorgia Meloni des moments où ils ont fait des voyages ensemble sur la question des migrants en Tunisie. Cette idée, elle a quand même appuyé cette idée gênante après qui marche pas, parce qu'on l'a bien vu qu'en Angleterre, au Royaume-Uni ne marche pas l'accord avec le Rwanda. L'Italie a fait un accord avec l'Albanie qui marche pas. Et il y a eu cet accord avec la Tunisie. Il y a aussi des questions morale de l'Union européenne. Mais avec Ursula von der Leyen, il y a eu des moments d'entente cordiale. Oui, voilà. Alors, effectivement, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui a clarifié les choses là à l'issue du vote, après le vote du 9 juin. Elle annonce qu'elle souhaite continuer de travailler avec les sociodémocrates et avec les libéraux. Et donc, je rappelle que c'est la chef des droites, je simplifie, des droites traditionnelles, le PPE. Nous allons aller maintenant à la rencontre des grandes familles politiques. Lors du dernier mandat, elles ont bien collaboré avec nous. Il s'agit des socialistes et des sociodémocrates et de Renew, les libéraux. Nous avons bien travaillé ensemble au cours des 5 dernières années. Cela nous a donné une base et nous pouvons maintenant nous y raccrocher. Mon but est de poursuivre sur cette voie avec ceux qui sont pro-européens, ceux qui sont pro-Ukraine et pro-État de droit. Alors, je veux bien vous entendre l'un et l'autre là-dessus, sur cet axe de gravité du Parlement européen qu'on imaginait pouvoir un petit peu basculer vers la droite ou l'extrême droite. Anna Kowalska, ça n'a pas eu lieu, ça n'aura pas lieu, ça peut encore avoir lieu. Comment vous l'analysez ? Je ne pense pas en termes de Parlement, je pense que l'agenda ne va pas vraiment changer. Malgré la baisse de ALDE, donc de Renew et de la gauche, ils ont quand même, avec PPE, une large majorité, environ 400 sièges, je pense. Donc effectivement, là, le rapport de force ne va pas changer, mais en ce qui concerne derrière les sièges, donc dans les couloirs et le lobby, c'est sûr que la droite va être beaucoup plus puissante. Notamment à cause de scores de Rassemblement national en France, scores italiens. Et imaginons qu'il y a effectivement un gouvernement d'extrême droite en France, les réunions de Conseil de l'Union européenne vont être très difficiles. Ça va rassembler aux réunions avec l'Hongrie de Viktor Orban. Donc c'est sûr que la droite va compter plus, malgré le fait que je pense que l'agenda ne va pas changer. Et il y a sûrement des projets qui vont tomber à l'eau, comme le pacte vert. Je pense on va en parler dans la mission environnementale de l'Europe. Il y a beaucoup à dire, mais sur le jeu peut-être un peu trouble d'Ursula von der Leyen, votre... Oui, ça c'est vraiment compliqué pour elle, parce que la coalition l'alliance qu'elle a mentionnée avec Renew, PPE et les socialistes, ça c'est une majorité très 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 étrange. Donc, et déjà la dernière fois, avec plus de sièges de cette alliance, elle a eu du mal d'arriver à une majorité. Donc, on peut avoir un Parlement européen bloqué ? On peut avoir un Parlement européen bloqué sans majorité, on va dire, coalition solide ? Non, je ne pense pas que ça va être un Parlement bloqué, mais
elle, Ursula von der Leyen, elle ne peut pas être ouvertement soutenue par Giorgia Meloni. Mais la question, si elle cherche des votes supplémentaires chez les Verts, par exemple. Oui. Et ça, c'est vraiment une décision de la direction. Oui. Ça, allez, 3 minutes 30 dans ce débat. L'ambition environnementale de l'Europe, vous la voyez effectivement se gommer mécaniquement, ou il y a encore un espoir? Mécaniquement, n'oubliez pas qu'une partie de mécontentement des électeurs européens qui ont voté extrême droite, c'était par certaines mesures qui ont été mal reçues, mal perçues, qui étaient dans le pacte vert. Je parle des agriculteurs. Je pense notamment à la voiture électrique, mais on a d'autres aussi. Oui. N'oubliez pas que Renew, son programme, quand ils ont établi leur programme là en avril, début avril, fin mars, ils disaient déjà qu'ils allaient lever le pied sur l'application des mesures d'environnement parce que peut-être la vitesse avait été trop mal perçue par les peuples d'Europe. Eux-mêmes ont écrit ça. Donc effectivement, ça c'est l'un des éléments. Un autre élément, c'est peut-être que nous, presse, devrions suivre ces débats très ennuyeux en Europe, les rendre attirants et sexy pour expliquer ce qui se passe à l'Union européenne et l'impact que ce qui se passe au Parlement, ce qui se passe à la Commission et un impact dans nos vies au quotidien. Oui, Anna Kowalska, votre avis sur l'ambition environnementale de l'Europe? Oui, je pense qu'on s'est rendu compte, tous les partis en Europe se sont rendus compte pendant ces élections qu'en soutenant ce pacte vert, ils vont plus jamais recevoir les voix et plus jamais gagner. Et c'est notamment le cas de Donald Tusk. Même lui, alors qu'il est très pro-européen et pro-climat, à cause de grève des agriculteurs, et c'est le cas dans beaucoup de pays en Europe, a dû renoncer à beaucoup de points dans le pacte vert et s'est battu contre Mme von der Leyen pour qu'il soit annulé. Donc oui, je pense que ces ambitions, les Européennes, malheureusement, ne les comprennent toujours pas. Il faudra trouver une nouvelle solution, mais pendant 5 ans au Parlement européen, je ne sais pas si un nouveau pacte vert va avoir lieu. Une dernière petite question. Information de cette fin d'après-midi de mardi, réaction du ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire. Il juge possible, je le cite, une crise de la dette en France si le Rassemblement national applique son programme. J'en parlais, ce que vous disiez. Ça, on doit en parler en Allemagne aussi. Oui, bien sûr. Mais qui est le responsable pour ça? Qui est responsable des 3100 milliards de dettes dont on parlait tout à l'heure? Oui, et de la situation qui provoque maintenant peut-être, qui provoquerait une crise. Qui est responsable d'offrir l'opportunité au Rassemblement national de prendre le pouvoir. Effectivement, on en revient à la responsabilité d'Emmanuel Macron, Émilie. Juste sur le pacte vert, moi j'ai juste une remarque, c'est qu'en effet, on ne se fait pas élire sur ce pacte vert, mais on devrait se poser la question aussi de son contenu du pacte vert, et que probablement on a visé haut avec que de l'écologie punitive, sans véritablement financement, et que c'est pas quelque chose qui va faire rêver. Oui, on a certainement manqué de capacité d'explication. On n'a pas su rendre ça sexy, mais bon. J'ajouterais même, sans oser chiffrer, en termes de carbone et d'émissions de carbone, etc., certaines des mesures qui ont été prises. Il n'y a pas eu de réflexion. Et je pense que s'il y avait eu un regard externe là-dessus et en leur demandant des comptes, même si c'est très ennuyeux pour nous, je pense que peut-être les choses auraient été... L'acceptabilité du virage environnemental, effectivement, c'est un débat en soi. On l'a déjà eu ici. On pourra l'avoir de nouveau quand on jugera sur pièce ce que la nouvelle Commission européenne et le Parlement européen qui vient d'être élu, quelles décisions prendront-ils en la matière? Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce débat ici et en duplex, et à bientôt sur Public Sénat. Notez que l'invité de la matinale d'Oriane Mancini demain, il sera 8h du matin, ce sera Stéphane Le Foll, le maire socialiste du Mans, ancien ministre de l'Agriculture justement. Belle soirée.